Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'articles que vous avez préférés d'Erecosmos, avec au menu cette semaine l'US Air Force qui modernise 600 F-16, le contrat qui est enfin signé pour l'Eurodrone, la Russie qui pourrait prendre en otage jusqu'à 490 avions de ligne appartenant à des loueurs, les aviations navales françaises et américaines qui s'entraînent mutuellement en Méditerranée, mais on commence avec le F-35 car l'avion pourrait également trouver preneur en Allemagne. C'est pas réellement une surprise parce que pour rappel, la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Turquie et l'Allemagne peuvent lancer la bombe atomique B-61 sur ordre du président américain. C'est une bombe qui était opérée jusqu'à maintenant sur les F-16 et les Tornado. Du coup, les pays européens voulaient pouvoir l'intégrer sur l'Eurofighter. Malheureusement, les Américains ont refusé. Du coup, il y avait une intégration qui devait être réalisée sur le F-18 et sur le F-35. C'est pour ça que la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie ont acheté du F-35. Et l'Allemagne, de leur côté, ils voulaient acheter du F-18, évidemment, parce qu'on connaît les difficultés sur le F-35. Le problème, c'est que les États-Unis ont renoncé à l'intégration de cette bombe B-61 sur le F-18. Du coup, tous ces pays n'ont pas le choix. S'ils veulent maintenir leur posture nucléaire avec la bombe atomique américaine, ils doivent absolument acheter du F-35, et c'est ce que l'Allemagne vient d'annoncer. Donc ils vont remplacer leurs Tornado qui sont en train d'arriver en fin de vie d'ici une dizaine d'années. Ils vont probablement acheter une trentaine, probablement 35 F-35. Bravo aux États-Unis qui arrivent encore une fois à imposer leur avion. Heureusement quand même, un point rassurant, c'est que le faible volume 35 avions achetés, c'est pas suffisant pour remplacer les Eurofighters allemands, et donc on peut penser que ça ne remet pas en cause le programme de NGF, donc l'avion de nouvelle génération, de 6e génération, dans le cadre du programme plus large SCAF, qui est développé avec la France et l'Espagne. Parce que même si les différents acteurs ne semblaient pas réellement enthousiastes à l'idée de trouver un accord sur le SCAF, on verra si le budget allemand de la défense, qui a quand même connu un coup de pouce de 100 milliards d'euros, pourrait être mis à contribution pour développer des outils spécifiques à l'indépendance stratégique européenne. On verra ça dans les prochaines semaines. On reste sur le F-35, mais aux États-Unis cette fois-ci, car d'après Bloomberg, les commandes de 2023 vont être revues largement à la baisse, avec une baisse de 35% des commandes de l'avion en 2023 par rapport aux annonces qui étaient déjà en dessous du rythme normal. Dans le détail, les États-Unis vont acheter 61 F-35 au lieu des 94 qui étaient prévus, il y en aura 33 au lieu de 48 pour l'US Air Force, 13 au lieu de 26 pour l'US Navy et 15 au lieu de 20 pour le corps des Marines. Donc très clairement pour les États-Unis, ils passent simplement à l'acte. Ils avaient prévu que s'il n'y avait pas d'amélioration, effectivement ils achèteraient moins de F-35. Les causes principales, c'est la faible disponibilité de l'avion, son coût d'exploitation qui est démesuré toujours au-delà de 35 000 $ de l'heure, l'indisponibilité du simulateur de vol alors que c'était un argument de vente majeur pour expliquer le fait qu'il faisait moins d'heures de vol que ses concurrents et que les pilotes pouvaient avoir le même niveau de formation. Mais surtout, c'est lié au retard de développement des standards opérationnels, car le F-35 qui est livré aujourd'hui est toujours un avion de pré-série, qui devront connaître de grosses modifications pour être porté au standard Block 4, qui sera le premier qui sera réellement opérationnel. Le F-35, il devra en particulier avoir un nouveau moteur, car celui qui est aujourd'hui est trop faible pour assurer les missions de Close Air Support. Or, ce moteur, il est non financé. Du coup, le Block 4, hors moteur, ils espèrent au mieux le recevoir en 2026 au lieu de 2024. Le coût du développement de ces 66 fonctionnalités manquantes, il est estimé à 14,4 milliards de dollars, hors rétrofit, c'est-à-dire hors amélioration des avions qui auront déjà été livrés, sans compter la correction des 871 défauts que l'avion avait encore répertoriés en janvier 2021. Donc il reste énormément d'améliorations, de fonctionnalités à mettre en place et d'efforts financiers notamment à mettre en place pour développer cet avion. Et c'est pour ça que les États-Unis réduisent pour l'instant leurs commandes en attendant que ça aille un petit peu mieux. Et en même temps, ils commandent encore des appareils de génération 4.5, notamment le F-15EX pour lequel la commande passe de 10 à 24 avions. Mais aux États-Unis, il y a encore une autre news, c'est la modernisation massive des F-16 de l'US Air Force et ça va représenter 600 avions à moderniser. La majorité des F-16 que possède l'US Air Force, ce sont des F-16C et D, c'est-à-dire des blocs 40-42 et 50-52. Le 40-42, il a été livré entre 1988 et 1995. Il a cette capacité d'attaque tout temps, une attaque également au-delà du champ visuel, le BVR, grâce à son radar multimode, avec un pod lanterne, c'est-à-dire une navigation en très basse altitude et des systèmes de ciblage en infrarouge, avec un désignateur laser qui se trouve en dessous de l'entrée d'air. Et il a évidemment toute une panoplie de munitions guidées, de la GBU-10 à la GBU-12 guidée laser et à la GBU-15 qui a un ciblage TV. Le bloc 50 à 52, c'est celui qui a été livré ensuite jusqu'en 2005.
Il y a des détecteurs de radar, il y a des systèmes de lance-leurre infrarouges et des paillettes. Et il y a eu également des modernisations qui se sont appelées le Falcon UP à partir du début des années 90. Et là, l'objectif, c'était d'accroître la durée de vie de l'avion pour que les cellules puissent tenir 8000 heures de vol, puisqu'à force de rajouter toujours des systèmes, l'avion s'est alourdi avec des réservoirs conformes, avec des pods en plus. Et donc la durée de vie espérée des avions avait été réduite en dessous de 6000 heures de vol. Donc là, ils avaient fait des travaux pour l'amélioration. En même temps, ils avaient mis un IFF, un indicateur si on est ami ou ennemi, un nouveau module de ciblage avancé qui s'appelle le Sniper, la liaison 16, des affichages de casque, le JHMCS, ainsi que de nouveaux missiles. Et donc, cette nouvelle modernisation ultime, pour 6,3 milliards de dollars pour moderniser 608 F-16. L'objectif, encore une fois, c'est de porter la durée de vie de ces avions pour qu'ils tiennent au-delà de 2040, avec 22 nouvelles améliorations. Notamment, il y aura enfin un radar à balayage électronique actif, l'APG-83, comme sur le F-16V, même s'il est évidemment limité en puissance par l'alimentation d'origine de l'avion. Il y a également une avionique qui est modernisée, avec un grand écran central. Il y a un système de guerre électronique de nouvelle génération. Il y a une liaison 16, une donnée tactique à haut débit. Donc c'est vraiment étonnant de voir comment les difficultés du F-35 bénéficient à tous les avions de 4e génération qui sont des succès et qui veulent aujourd'hui prolonger, et également à l'accélération du NGAD, cet avion de 6e génération qui a été déjà testé aux États-Unis et qu'ils espèrent voir opérationnel dès 2030. Donc ça va arriver quand même beaucoup plus vite. Et le F-35, finalement, certainement que le nombre de commandes totales sera réduit au profit du NGAD. On passe dans le civil avec les conséquences des sanctions sur la Russie pour les loueurs d'avions, parce qu'il y a 490 appareils, principalement des Airbus A320 et des Boeing 737, qui se trouvent en Russie, et la règle, c'est qu'ils doivent absolument pouvoir les récupérer d'ici le 28 mars. Le problème, c'est la récupération et la sortie de ces avions de Russie, parce que ça dépend en partie de la bonne volonté des autorités russes. Les loueurs, ils ont cette date butoir qui est très proche, seulement la fin du mois, pour reprendre possession de leurs avions, car au-delà, il y aura des problèmes juridiques, notamment les couvertures, les assurances, et puis également des problèmes contractuels et financiers, les autorisations des autorités russes, le paiement des loyers par les compagnies aériennes par exemple, mais également logistique, simplement pour savoir comment récupérer autant d'avions, comment les sortir du territoire russe, alors que les vols sont suspendus, donc on ne sait même pas comment envoyer les pilotes sur place pour récupérer les avions. Au total, ça fait quand même plus de 10 milliards de dollars d'avoirs qui pourraient être pris en otage en Russie et qui appartiennent du coup à ces grands loueurs qu'on appelle les lessors. Et faute d'accord, se posera alors la question de l'entretien de ces avions, puisque la vente de pièces détachées est interdite vers la Russie, ce qui fait aujourd'hui qu'ils n'ont pas réellement de solution. En tout cas, s'ils veulent les maintenir sur place, de toute façon, ils ne pourront pas s'en servir sur le long terme, mais ça coûtera très cher aux lessors. Un petit mot sur la situation du trafic aérien en France, avec la publication des statistiques par l'Union des aéroports français, avec seulement 90,7 millions de passagers en 2021, soit une baisse de 58% par rapport à 2019, où on était à 214 millions de voyageurs. On a quand même une augmentation de quasiment 30% par rapport à 2020, où on était seulement à 70 millions de passagers. Dans le détail, les plateformes parisiennes, elles ont sous-performé, puisqu'elles sont en baisse de moins 61% par rapport au trafic de 2019, alors que les autres aéroports de la métropole ont plutôt baissé de seulement moins 45%. Les aéroports régionaux, c'est-à-dire ceux qui font plus de 5 millions de passagers et qui représentent quand même un tiers du trafic, ils sont en baisse de moins 59%, avec 30 millions de passagers au lieu de 70. Les aéroports régionaux, c'est-à-dire de 1 à 5 millions de passagers, ils ont une baisse qui est plus faible avec seulement moins 40%, notamment grâce au trafic domestique qui a beaucoup mieux marché que le reste. Et enfin, les aéroports de proximité, ceux qui font de 100 000 à 1 million de passagers, il y a une très grande disparité, moins 56% en moyenne, mais vous avez certaines destinations comme la Corse qui ont très bien marché, dans lesquelles c'était même en hausse, avec plus 5,5% sur Figari, et d'autres comme Grenoble dans lequel on a moins 96%, simplement parce que la destination ski était interdite à cause du coronavirus en 2021. Pour 2022, en tout cas, il y a cet objectif de revenir à 70% du niveau de 2019, donc c'est toujours évidemment bien en delà de ce qu'on avait. Ça va être très compliqué encore pour les grandes compagnies aériennes, notamment sur le secteur du long courrier. Et évidemment, il y aura certainement des conséquences négatives du conflit en Ukraine. On verra ça dans les prochaines semaines. On part pour l'espace avec un épisode géopolitique qui est passé totalement inaperçu autour du Soyouz, parce que malgré les sanctions internationales contre la Russie, il y avait toujours des programmes de lancement qui étaient en partenariat entre Arianespace et l'agence spatiale russe. Et du coup, les préparatifs du lancement du 14e lot de satellites de la constellation indo-britannique pour Internet global OneWeb, il se déroulait normalement, avec la mise en place des 36 satellites dans le Soyouz et le placement de la fusée sur le site de lancement du cosmodrome Baïkonour au Kazakhstan.
Mais, à 48 heures du tir, le directeur général de l'agence d'État Roscosmos, Dimitri Rogozin, a lancé un ultimatum surréaliste en disant que le lancement n'aurait lieu que si, sous 48 heures, la Russie obtenait des garanties que OneWeb ne serait jamais utilisé à des fins militaires, alors que c'est un système de communication, évidemment, tout le monde va certainement s'en servir. Et deuxième point, si le Royaume-Uni se retirait du capital de OneWeb alors qu'ils en possèdent 14%. Donc logiquement, il y a eu un refus de la part de la Grande-Bretagne, la fusée de son côté, elle est retournée dans le hangar, et la difficulté, c'est qu'Arianespace va devoir trouver un moyen de remplacer les 8 tirs de Soyouz qui devaient avoir lieu en 2022, alors qu'on a déjà les clients et les satellites. Donc comme c'est quasiment impossible d'accroître la cadence des lanceurs qui sont déjà disponibles, évidemment ça va profiter aux concurrents. On pense notamment à SpaceX qui arrive maintenant à tirer une fusée par semaine depuis les États-Unis. Donc c'est étonnant de voir comment la Russie se tire une balle dans le pied dans le rare secteur dans lequel elle n'avait pas encore des sanctions. Maintenant elle a plus de clients pour tirer ses fusées, et donc c'est aussi un secteur dans lequel elle va avoir des grosses difficultés à l'avenir. On retourne en France avec l'activité du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée avec un entraînement commun avec le porte-avions géant américain, le Harry Truman. Il y a des opérations aériennes communes avec des échanges de personnel entre les deux navires afin de confirmer évidemment l'interopérabilité des flottes. Il y a des F-18 version EF Super Hornet qui se sont posés sur le Charles de Gaulle. Et à l'inverse, on a des Rafale Marine version F-3R qui sont posés sur le porte-avions américain, sachant évidemment que le porte-avions Charles de Gaulle est le seul navire non américain qui est capable d'accueillir des avions de cette taille avec une catapulte. Aujourd'hui, ces exercices c'est presque une routine, mais la grande nouveauté, c'était la disponibilité du E2D, c'est-à-dire l'avion radar embarqué américain qui a réalisé des présentations d'appontage. Dans le détail, il a son nouveau radar qui est beaucoup plus précis, avec un suivi de cibles beaucoup plus nombreuses. Il est capable de cibler par cadran, c'est-à-dire il peut par exemple faire un focus sur 90 degrés, ce qui permet d'accroître la puissance et sa portée au-delà de 500 km. Ses moteurs sont modernisés pour réduire la consommation, il possède une perche de ravitaillement qui lui permet d'assurer une permanence en vol beaucoup plus importante, et il y a 3 E2D qui ont été commandés par la Marine nationale. L'objectif évidemment c'est de valider l'emploi sur le Charles de Gaulle et de préparer l'arrivée, même s'il y a un petit peu de temps encore, du porte-avions de nouvelle génération, dans lequel il y aura du Rafale, puis ensuite du SCAF, et évidemment ces E2D. On termine avec l'Eurodrone, car fin février, Airbus, Dassault et Leonardo sont réunis autour de l'OCCAR pour enfin valider le lancement de ce programme de drones de moyenne altitude, longue endurance. Par le passé, il y a eu de nombreux projets de drones mâles, mais par manque de volonté politique, ils n'ont pas pu aboutir, et ce n'est qu'en 2015 que la France, l'Allemagne et l'Italie ont annoncé leur souhait de développer ce drone commun, avec une maquette qui a été présentée au Salon de Berlin en 2018, Le nom commercial du drone, il s'appellera le Griffon, et avec directement 60 commandes, ce qui permet d'assurer évidemment une ligne de production, avec des capacités intéressantes par rapport aux drones existants ou prévus, notamment ce sera un élément central du futur système de combat, le SCAF, et il aura des fonctions ISTAR, c'est-à-dire renseignement, reconnaissance, surveillance et acquisition d'objectifs, avec des capteurs électroniques jour-nuit, un radar AESA, balayage électronique actif, ainsi qu'un radar SAR. Il aura des capteurs de guerre électronique, il sera capable d'envoyer des bombes guidées laser et infrarouges, et il va largement profiter des programmes précédents. On reconnaît notamment les turbopropulseurs poussants comme sur le Télémos. Il a sa soute modulaire comme sur le Talarion, et d'ailleurs cette soute elle permettra d'accueillir un radar de patrouille maritime de 80 kg, puisque ce sera aussi un drone de patrouille maritime. Et évidemment il y a une grande capacité d'évolution, puisque cette soute modulaire permettra d'accueillir à peu près n'importe quoi qui sera développé dans les prochaines années. En termes de masse maximale, on est à 11,5 tonnes, c'est-à-dire 2 fois plus gros que le Reaper ou 15 fois plus gros que le TB2 turc. Il aura une autonomie de 29 heures en lice, c'est-à-dire sans armement, seulement 18 heures quand on est en casse, c'est-à-dire quand il est chargé avec beaucoup de missiles, ce qui reste 4 heures au-dessus du Reaper. Il aura des moyens de navigation très précis, ce qui lui permettra de s'intégrer dans le trafic aérien civil, ce qui était impossible pour les drones jusqu'à maintenant, avec pour objectif de pouvoir réaliser des vols beaucoup plus directs, de faire des détours par des zones qui étaient réservées aux appareils militaires. Il y a clairement ce souhait d'indépendance qui aboutit enfin, ça permettra évidemment d'arrêter d'acheter des drones aux États-Unis ou en Israël, et avantage également, il sera ITAR free, c'est-à-dire qu'il ne comportera aucune pièce américaine, parce que ça permet d'habitude aux États-Unis de refuser des ventes européennes à partir du moment où il y a un petit morceau qui vient des États-Unis, donc ITAR free, un gros avantage commercial également. Le budget, il est de 20 milliards d'euros pour 20 systèmes avec 3 drones à chaque fois, et les achats suivants évidemment seront beaucoup moins chers. Un Reaper, c'est autour de 15 millions de dollars, et donc on se doute qu'on va être autour de ces tarifs-là pour l'Eurodrone sur l'avenir. J'espère que ça vous a plu.
Là, c'était un best-of vraiment de 3 semaines, donc il y a eu beaucoup d'éléments sur lesquels on n'est pas passé. Regardez dans RE Cosmos, il y a beaucoup d'éléments qui sont super sympas. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va reprendre également le rythme normal sur ces revues de presse, tout en continuant à suivre l'Ukraine, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de questions autour de la situation. Je vous dis à la semaine prochaine, et merci d'être toujours aussi nombreux.